Un euro trop fort et des taux réels élevés pour les pays du Sud. Une désinflation qui tourne à la spirale déflationniste. Une balance courante positive et un commerce extérieur excédentaire. Et dans le même temps, un taux d'épargne très solide, mais une demande intérieure qui se contracte. La situation de la zone euro ressemble à bien des égards à la situation japonaise du début des années 90. On sait ce qui est arrivé. Une décennie, voire même une double décennie perdue pour l'archipel nippon. Alors, la zone euro est-elle en train de se japoniser? C'est la question que j'ai posée à Steve Ohana. Bonjour Steve Ohana. Bonjour. Je rappelle que vous êtes cofondateur du cabinet de recherche financière Riskelia, ancien élève de l'école polytechnique et docteur en gestion financière. Alors, en préparant cet entretien, nous avons parlé justement du Japon et vous avez évoqué ce concept de trappe à liquidité. Alors, c'est au professeur de SCP Europe que je vais m'adresser. La trappe à liquidité, c'est quoi au juste? Donc, vous avez une économie qui fait face à un choc négatif de demande. La réponse traditionnelle de la Banque centrale est d'abaisser ses taux directeurs. Dans le cas où le choc de demande a été modeste, ça suffit pour rebooster la consommation, l'investissement privé et refaire revenir l'économie vers le plein emploi. Mais si le choc de demande est trop puissant, à ce moment-là, vous êtes coincé, c'est-à-dire que les taux directeurs sont abaissés à zéro et malgré cela, l'économie n'est toujours pas un régime de plein emploi. Et on ne peut pas descendre en dessous de zéro. Non, exactement. C'est la contrainte, la borne basse. Et du coup, la seule solution qui reste pour abaisser les taux réels, c'est d'augmenter les anticipations d'inflation. Ce qui s'avère très difficile à faire, c'est ce qu'on va peut-être voir par la suite. Oui, alors justement, dans le cas du Japon, comment le Japon, le miracle japonais, cette économie triomphante des années 80, est tombé au début des années 90 dans cette fameuse trappe à liquidité? Bon, donc vous aviez une bulle au Japon, une bulle notamment sur les actifs immobiliers et sur les actions. Et comment a été financée cette bulle? À crédit. Donc vous aviez beaucoup de ménages, d'entreprises japonaises surendettés avec des actifs qui jusqu'au début des années 90 se portaient très bien et d'un coup ont connu un crack. Qu'est-ce qui se passe quand des acteurs surendettés voient le prix de leurs actifs baisser brutalement? Tout d'un coup, ils se retrouvent insolvables. Donc vous avez une énorme partie de l'économie japonaise, du secteur privé, qui se retrouve insolvable. Qu'est-ce qu'on fait quand on est insolvable? Eh bien, on contracte ses dépenses pour essayer de se resolvabiliser, pour se désendetter. Et le problème, c'est que trop d'acteurs à la fois ont entrepris la même politique, c'est-à-dire de désendettement. Et quand trop d'acteurs le font en même temps, qu'est-ce qui se passe? Les prix des actifs sont dans une spirale baissière et plus ils essayent de rembourser leurs dettes, plus ils sont endettés. Parce que ce qui compte, c'est la dette en pourcentage du prix des actifs. Si les prix des actifs chutent trop, leur dette augmente. Et donc, plus ils sont endettés, plus ils contractent leurs dépenses. Donc, on voit bien la spirale déflationniste qui s'engage. Alors, justement, dans cette situation, quelle a été la réaction de la BOJ, la Banque du Japon? Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, au départ, elle s'est contentée de baisser les taux à zéro. C'est ce qu'elle a fait pendant toute la décennie 90. Mais ça n'a pas suffi. On voit que fin de la décennie 90, le Japon rentre dans la déflation. La BOJ décide de ne pas rester sans réaction et pour contrer la spirale déflationniste, ce qu'elle décide de faire, c'est d'augmenter de manière très agressive la base monétaire. Comment elle fait ça? Par le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif. Mais ça n'a pas vraiment bien marché, d'après ce que j'ai compris. Disons oui et non. C'est-à-dire que ce qui a marché, c'est qu'on est sorti de la déflation quand même. En 2006, quand elle arrête sa politique de quantitative easing, on est sorti, elle a quand même réussi à sortir le Japon de la déflation. C'est en soi un succès. Cela dit, est-ce que ça a vraiment permis de revenir au plein emploi et une économie qui tourne à pleine capacité? Non. Parce que finalement, si vous inondez le secteur bancaire de liquidité, eh bien, la liquidité reste cantonnée dans certains circuits bien délimités, les circuits des actifs financiers. Les réserves des banques commerciales à la BOJ ont explosé, multipliées par 7, mais tout ça ne s'est pas transformé en crédit. Donc, c'est ça le principal inconvénient. Donc, on voit bien les limites de cette politique monétaire. Du côté du gouvernement japonais, qu'est-ce que le gouvernement japonais a fait dans cette situation en plan fiscal ou budgétaire? Alors, le gouvernement japonais a été proactif très tôt, plus tôt que sa banque centrale en fait. Dès les années 90, il a entrepris une politique très agressive de relance fiscale.
Donc l'idée étant que si le secteur privé est dans un trend de désendettement, donc de contraction de la dépense, il faut que le secteur public prenne le relais de la dépense pour maintenir l'économie à flot. Et finalement, ça n'a pas si mal fonctionné. Quand on regarde le PIB par tête au Japon, parce que c'est lui qui compte vraiment pour savoir comment les Japonais se portent, eh bien, il augmente quand même à un rythme moins important que dans la décennie 80, certes, mais il augmente. C'est quand même remarquable. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit de la relance fiscale faite par le gouvernement japonais. D'accord. Donc l'action gouvernementale sur le plan fiscal et budgétaire a fonctionné et a réalimenté la machine. Alors, de cette expérience japonaise, puisqu'on a vu en introduction qu'on était dans des situations un petit peu similaires, quelles leçons la zone euro et la France en particulier peut tirer de cette situation? Quels sont les points communs et quels sont les points dissemblables? Bon, le point commun, c'est qu'on sort d'une bulle d'endettement privé en zone euro, comme on sortait d'une bulle d'endettement privé au Japon à la fin des années 80. Un autre point commun, c'est que cette bulle a crevé et que maintenant le secteur privé est obligé de se désendetter, donc de contracter ses dépenses. Dans la zone euro, c'est surtout les secteurs privés périphériques qui est dans cette situation-là. Donc ça, c'est pour les points communs. Maintenant, il y a une très grande différence, c'est que le Japon est une nation souveraine, avec une banque centrale qui n'est pas indépendante. Et ça, c'est très important. La zone euro n'est pas une nation. C'est un espace politique fragmenté. Et ça a une conséquence très importante, c'est que finalement au Japon, qu'est-ce qui a été l'atout du Japon? C'est que l'épargne est venue se reporter sur la dette gouvernementale sûre. C'était ça l'actif sûr. Mais sur la dette souveraine nationale. Exactement. Ce qui a permis finalement au gouvernement japonais d'emprunter à des taux très bas pour financer la relance. Voilà. Ça a bien fonctionné. Dans la zone euro, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a de l'épargne à la suite du processus de désendettement, mais vers où se reporte cette épargne? Vers la dette des pays cœurs, au lieu de se reporter, comme dans le cas du Japon, vers la dette des pays concernés, la dette souveraine des pays concernés. C'est-à-dire que les pays qui auraient besoin de s'endetter pour financer des investissements et se relancer ne reçoivent pas de liquidité. Exactement. Et c'est le centre de la zone euro qui en a moins besoin qui reçoit cette dette. Exactement. S'il y avait une dette fédérale, ça irait très bien. Parce qu'à ce moment-là, le gouvernement fédéral de la zone euro redistribuerait finalement son pactole, sa cagnotte, vers les pays qui en ont le plus besoin. Mais là, ce n'est pas le cas. On a des pays qui reçoivent cette cagnotte et ces pays-là s'imposent une cure d'austérité alors que justement le secteur privé périphérique, lui, est déjà en train de réduire ses dépenses. Donc finalement, tout le monde est en train de réduire ses dépenses. Il n'y a personne qui est en train de dépenser pour faire un peu de la relance contracyclique en zone euro. Alors, à vous entendre, on a l'impression que la situation de la zone euro est pire que celle du Japon. À bien des égards, elle l'est. Quand on compare 5 ans après le début de la crise japonaise, où on était le PIB par tête, il était à 108 si on part d'une base 100 en 90. Nous, où il en est, à 97, 98, entre les deux. Donc on voit qu'on n'arrive même pas à coller au trend du Japon. Donc, et ça s'explique notamment par ce que je viens d'expliquer sur le fait qu'il n'y a pas eu un gouvernement qui a pu relancer. On ne peut pas imaginer une Abenomics en zone euro. Alors justement, je pense que l'impasse est politique, on l'a vu. Je pense que la sortie sera politique également. C'est-à-dire que maintenant, il faut que les pays... On voit bien que l'Allemagne ne pâtit est celle qui pâtit le moins de cette situation et donc celle qui va protéger le plus le statu quo. Mais il faut que maintenant les pays périphériques de la zone euro prennent conscience de leur intérêt commun et pèsent pour qu'on fasse cette relance de la demande dont on a tant besoin. C'est de cette manière-là qu'on peut s'en sortir? Oui, alors ça passe par 3 canaux. 1, relance de l'investissement public. 2, une BCE qui assume son rôle de prêteur en dernier ressort et donc qui fait baisser les taux d'intérêt des nations périphériques. Et 3, une relance de la demande privée dans les pays cœurs. Quand vous dites BCE, prêteur en dernier ressort, directement vers les États? Ça pourrait être sous forme d'un quantitative easing, c'est-à-dire acheter sur le marché secondaire. Ça suffirait très bien pour faire baisser notamment les taux d'intérêt italiens et espagnols. Et si ces initiatives ne sont pas prises? Si ces initiatives ne sont pas prises rapidement, j'ai envie de dire, rapidement pour moi c'est à l'horizon 1 an. Les élections européennes pourraient d'ailleurs être un levier. Je pense qu'à ce moment-là, il faudra sérieusement envisager la dissolution de la zone euro parce qu'on va se retrouver dans une impasse, une sorte de stagnation bien pire que la double décennie de stagnation japonaise. Et l'expérience des années 30 nous montre où cela peut nous conduire. Donc, selon vous, risque d'éclatement de la zone euro si aucune mesure décisive n'est prise au niveau de l'ensemble de la zone euro. Steve Ohana, je vous remercie pour ces explications. Merci à vous.